Merci d'être venu ce soir pour entendre parler de la collection Question Musique au Castor Astral. Aujourd'hui sort Last Night DJ Saved My Life, qui a été brillamment traduit par Cyril Rivalin, à ma gauche, et qui raconte tout simplement un siècle de musique au platine, donc l'histoire du DJ. En fait. C'est la Bible du DJ, qui a été publiée en anglais, qui a été rééditée une dizaine de fois. La dernière édition date de 2014 et c'est un best-seller dans le monde entier. Il est enfin traduit et publié en français. Et donc il paraît aujourd'hui. Et le deuxième livre qu'on a publié le 2 novembre, il a été écrit par Sofiane Fenen, qui est journaliste et cofondateur du journal en ligne L'Echo. Boulevard du Stream raconte les 20 ans qui ont révolutionné notre façon de consommer de la musique, 97-2017, avec en période clé au milieu, 2007, la création de Deezer. Donc le bouquin raconte toutes les facettes du problème de la consommation de la musique, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des questions morales, et il retrace toute l'histoire aussi de cette question, et fait suite aussi, enrichit un livre qu'on a déjà publié au Castor Astral qui s'appelle À l'assaut de l'Empire du disque, qui a été publié en novembre 2016, traduit brillamment par Cyril Rivalin. Et disponible en rayon au fond du magasin. Évidemment. Voilà, donc l'enjeu de cette soirée, ça a été de trouver des liens entre les deux livres, autre que la musique évidemment. Et ce qui est ressorti des deux bouquins, c'est le fait que notre consommation de la musique est influencée par le support sur lequel on l'écoute. Donc le DJ évidemment a traversé, dans l'histoire du DJ, ça a traversé toutes les époques, dans tous les supports où la musique était disponible, et dans le pouvoir du stream, on parle évidemment de la cassette au CD, enfin du vinyle au CD et aujourd'hui au stream. Donc j'aimerais qu'on parle, que vous me parliez tous les deux de la façon dont le support influence la création musicale et donc l'émergence de nouvelles musiques par rapport à l'évolution de ce support. Puisqu'il faut commencer, donc en matière de DJing, avoir deux bouquins comme ça, c'est ce qu'on appelle faire un back-to-back finalement. M. Fanen, vous êtes d'accord avec moi? L'influence des supports, l'émergence des nouveaux supports, l'influence qu'elle peut avoir après sur la consommation, la diffusion de la musique. L'exemple premier qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement le maxi 45 tours, qui est en fait une erreur quasi technique, c'est-à-dire qu'un DJ va dans une usine de pressage avec la volonté tout simplement de graver un 45 tours un petit peu plus long que d'ordinaire, c'est-à-dire pas en format 3 minutes, mais ça se gravait encore en 45 tours. Et quand il arrive au site de pressage, la blague c'est qu'il n'y a plus de moule pour les 45 tours, et ils ont l'impression, avec la personne qui travaille là-bas, de faire quelque chose d'absolument hérétique, c'est-à-dire que finalement on va prendre le format 33 tours, et on va le graver de façon plus profonde pour que les basses soient meilleures. Ils se sont dit ça devrait avoir une influence, et ils se rendent compte que le son est absolument fabuleux. Par rapport aux 45 tours d'origine, puisqu'il y a plus de place dans le sillon du vinyle pour que le son se déploie pleinement. Et c'est très important, notamment dans les boîtes de nuit, parce que les conditions d'écoute n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'on va pratiquer ici ou ce qu'on pratique chez nous. Je veux dire, quand on met du son très fort sur des grosses enceintes, la qualité du support d'origine, elle est quand même très importante. On peut parler pendant de longues heures des différences entre les MP3, les waves, etc., tout ce que vous voulez. Si vous écoutez sur un petit casque, ça c'est un casque à bas prix, vous n'allez pas faire une grande différence. Prenez un fichier MP3 128 ou un Wave, vous balancez ça sur la sono du Rex, vous allez tout de suite mesurer la différence. Donc ces petites évolutions-là, comme ça, elles ont joué vraiment, parce qu'on découvrait un son différent. Et la longueur aussi, ça a permis de mettre fin à quelque chose que plein de DJ regrettaient, c'est-à-dire qu'ils se rendaient compte qu'avec les 45 tours, donc des morceaux de 3 minutes, 3 minutes 30, les gens ils commencent à s'éclater sur le morceau, machin, mais non, c'est fini, on coupe et on passe au suivant. Et ça les avait vraiment fait tiquer. Ils avaient commencé, certains DJ, à enregistrer des mix sur des bandes, etc. Et là, le fait d'avoir le maxi 45 tours, on peut faire un morceau de 10 minutes, 10, 11 minutes, et là vraiment ça a permis de faire une explosion formidable sur ce son-là. Voilà pour le seul exemple du maxi 45 tours. Je laisse à Sofiane soin d'en trouver un autre. L'autre exemple pour rester dans le vinyle, c'est tout simplement l'invention de l'album, l'invention du format 33 tours micro-sillon, c'est-à-dire on fait 48, qui à lui seul en fait va inventer le maître étalon de la musique encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'album de 10-12 morceaux.
d'une quarantaine de minutes qui avant n'était pas possible sur les 78 tours où on embarquait, je sais plus, 5 minutes, 7 minutes par face. Et à partir de l'invention et de l'adoption, parce qu'il a fallu un petit peu bousculer, étonnamment, il a fallu bousculer les maisons de disques pour qu'elles passent du 78 tours au 33 tours. C'est quelque chose que je raconte à peu près toutes les 2 pages dans mon livre, que quand il y a un nouveau format, les maisons de disques commencent par dire ça vaut pas vraiment le coup de changer, on aime bien ce qu'on fait déjà, on est confort, on est bien, pourquoi on change? Et bon, au bout d'un moment, ils commencent un peu à changer. Et par exemple, c'est pas quelque chose que je raconte dans le livre, mais c'est quelque chose que j'avais raconté dans une série de docs pour France Culture que j'avais fait sur l'histoire du piratage. La première édition de la tétralogie de Wagner en entier est une édition pirate permise par le format 33 tours. C'est-à-dire que la tétralogie n'avait jamais été éditée avant parce que ça n'avait pas de sens en 78 tours. Il fallait retourner la face toutes les 5 minutes et ça n'aurait pas eu de sens. Je pense que le coffret aurait pesé 25 kg. Et quand le 33 tours arrive, il y a un label pirate qui, bien avant qu'une major se mette à publier de la musique lyrique en 33 tours, publie avec des bandes pirates volées en Allemagne, enfin c'est un peu rocambolesque, mais en tout cas elle va publier le tout premier coffret où on peut enfin entendre l'intégralité de la tétralogie chez soi, ce qui est pour le coup une vraie révolution et qui montre bien comment un format réinvente et même l'écoute, parce que pour le coup voilà, on a inventé comme le maxi 45 tours a inventé la danse longue. Là, on invente l'écoute longue, quoi. On peut tout d'un coup entendre au moins 20-25 minutes de musique par face. Et il y en a un de vous deux qui m'a dit, mais je sais pas trop, évidemment, qui m'a dit que le DJ sauve le vinyle. Donc je crois que c'est toi, Cyril, qui m'a dit ça. À mon avis, non. Je pense qu'on peut dire tous les deux. On est d'accord, mais je pense que c'est Sopran qui l'a déclaré. Bah oui, non, mais très, très bêtement, au tout début des années 90, c'est un truc qui a été un petit peu oublié. Moi-même, je ne savais pas, j'ai découvert en bossant sur le bouquin. Au tout début des années 90, le CD était en train de devenir très conséquent, mais le vinyle était vraiment présent. Il y avait vraiment encore des écoutes, un peu comme aujourd'hui, le CD est encore très présent, alors qu'on est en train de basculer vers une écoute streaming. Et les maisons de disques ont fait leur compte au niveau international, les majors à l'époque, il y en avait 6. Elles ont fait leur compte et elles ont dit le CD c'est quand même vachement mieux que le vinyle, on gagne beaucoup plus d'argent, on en transporte beaucoup plus dans le même camion, ça nous coûte beaucoup moins cher à fabriquer, et donc elles ont décidé. Des boîtes. Voilà. Et elles ont décidé, c'est vraiment une décision qui a été prise et qui est redescendue dans les branches nationales. On va arrêter la production du vinyle. Donc le 33 tours d'abord en 91, puis le 45 tours en 93, et donc du jour au lendemain, enfin ça a pris 6 mois, en 6 mois ils ont éjecté tous les disques vinyles des grandes surfaces qui en vendaient, des FNAC, de tous les grands magasins, je parle vraiment de la musique populaire, la musique qui passe beaucoup à la radio, enfin vraiment ce qui faisait les très grosses ventes. Et du coup, du jour au lendemain, pareil, ils ont revendu les usines, ils ont brisé des presses comme qui ont été détruites, etc. Ça a été une affaire un peu dégueulasse pour forcer le marché en fait à basculer au CD. Et effectivement, dans les années 90, le vinyle avait complètement disparu des magasins. Enfin, moi, c'est vraiment un objet que il n'avait chez moi parce que mon père en avait, mais dans les magasins, il n'avait plus du tout. Sauf si on allait dans des magasins spécialisés. Alors il n'y a pas que les Pagalipsis, parce que c'est que des DJ, c'est-à-dire il y avait les DJ de reggae dub qui continuaient à en presser parce qu'ils ont besoin de cette matière-là avec les grosses basses, etc. Donc ils en avaient besoin pour continuer, donc ils ont sauvé des presses. Et les musiques électroniques, pareil, hein, ils avaient un besoin mécanique, un besoin technique de cet objet pour travailler, puis il y avait un intérêt culturel, je pense. Et quelques labels indépendants qu'on continuait à en faire un petit peu, mais c'était devenu super compliqué, super cher de presser du vinyle dans les années 90 jusqu'à ce que ça revienne. Et là, MPO, qui est la grosse usine française et les plus grosses usines européennes, est allé acheter des presses au fin fond du Venezuela
ces dernières années. Donc ils sont achetés vraiment le genre de fin fond de je ne sais où. Et ils ont rappelé des vieux ouvriers à la retraite pour former des jeunes ouvriers à presser du vinyle, tellement la demande est de nouveau conséquente pour rouvrir des chaînes de disques. Avec cette précision que la demande est redevenue tellement conséquente du fait des majors qui tout d'un coup se sont intéressés de nouveau au vinyle, on represse des albums d'artistes très connus des années 80, 90, etc. Et là chez MPO, en fait c'est la catastrophe parce qu'ils ont acheté les machines mais ils n'ont pas réussi à les mettre en route tout en même temps et ils sont en train de planter actuellement, bon c'est un problème qui va se résorber prochainement, mais un des mythiques labels de techno, R&S, qui gravait des vinyles, là actuellement leur sortie, ils annoncent à leurs clients qu'on fait les précommandes, vous les aurez en numérique tout de suite, par contre les vinyles, il va falloir patienter parce que ça ne marche pas du tout, ils sont submergés, ils n'ont pas réussi à absorber l'augmentation de la production qui était sollicitée par les clients. Et avec cette question du vinyle, par exemple, il y avait des DJ qui partaient au fin fond de je sais pas quelle ville, enfin, qui partaient d'Europe pour aller à New York ou pour aller à Chicago, pour aller chez vous, pour aller faire des petites trouvailles vraiment très spécifiques sur des vinyles. Et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir accès à tout. Donc il y a vraiment deux modèles qui se remettent en place aujourd'hui. Il y a d'un côté, on se remet au vinyle parce qu'il y a des trucs qu'on ne trouve pas dans l'offre légale, donc en streaming. Et de l'autre côté, c'est oui, mais moi je ne suis pas forcément très très fan de musique et j'ai l'impression d'avoir accès à un catalogue qui est énorme. Alors effectivement, il y a les deux facettes de la même histoire. Moi, mon label de techno préféré, c'est Underground Resistance. Dans les années 90, quand ils se lancent, enfin, plus précisément à la fin des années 80, ils ne sortent que des vinyles. Donc c'est le support d'élection chez eux. Il y a eu quelques rares enregistrements en CD, mais c'est vraiment peau de chagrin par rapport à l'ensemble de leur catalogue. Actuellement, aucun titre de ce catalogue n'est disponible sur des plateformes légales, légalement. Je mets une petite réserve dans mon discours parce que moi j'ai eu la surprise cette année, c'était pas le cas il y a 2 ans, il y a des titres d'Underground Resistance, même un titre comme Knights of the Jaguar de DJ Rolando qui est un des titres mythiques du label, on le trouve sur Spotify, Deezer, ce genre de choses. Alors j'étais très surpris parce que ça sous-entend quand même qu'il y a des gens qui ne détiennent pas les droits, qui ont réussi à les déposer sur ces plateformes-là. Ça ne vous fera pas croire que le label Mad Mike a négocié les droits avec eux. J'aurai peut-être une surprise un jour, mais c'est une évolution qui est en train de se produire. Pendant longtemps, comme tu faisais remarquer, l'intérêt d'aller écouter un DJ, pour beaucoup de gens, c'était justement la rareté de sa sélection. Le meilleur exemple qui fait l'objet de tout un chapitre au début du livre, Last Night DJ Saved My Life, c'est le cas de la Northern Soul. Ça se passe en Angleterre, donc dans le nord de l'Angleterre, durant les années 60. Et le but du jeu pour les gens de cette scène-là, c'est-à-dire aussi bien les DJ que tous ceux qui ont envie d'aller danser sur cette musique, c'est d'écouter de la soul, qui est bien souvent c'est des artistes qui ne sont pas forcément très connus, mais l'intérêt pour ces gens-là, c'est d'être vraiment... faut être dans l'underground, c'est-à-dire qu'ils veulent être les seuls à écouter cette musique-là, et donc ils sont allés chercher des vieilles phases B, des titres hyper rares, et ça a vraiment été l'objet d'une quête pour les DJ, c'est-à-dire que les DJ anglais, aussi souvent qu'ils le pouvaient, ils se rendaient aux États-Unis pour aller essayer de dénicher les disques les plus obscurs dont personne n'avait entendu parler, en tout cas en Angleterre, se procurer le titre le plus rare pour pouvoir le ramener ensuite, et comme ça ils étaient les seuls à pouvoir le passer. Et donc c'est une époque de l'histoire des boîtes de nuit où quand il y a une soirée, les affiches ne figurent pas simplement le nom des DJ qui vont s'y produire, mais les noms des 45 tours qui vont passer. Parce qu'on sait qu'un tel a trouvé une phase B de tel chanteur qui avait été apprécié un temps, mais qui était tombé dans l'oubli, un titre que personne ne connaissait, et ça devenait le produit d'attraction, en fait, tout simplement, de ces soirées-là. Donc ça pour cette scène-là, la scène de la Northern Soul, c'était vraiment hyper important d'avoir les disques les plus rares, et ça occasionnait évidemment des dépenses de la collectionnite avec des sommes faramineuses. Les collectionneurs s'échangeant évidemment les titres les plus rares parce qu'ils après en tant que DJ, ils en profitaient aussi pour leur image de marque. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dénichait un titre rare, tout d'un coup il devenait extrêmement demandé dans le circuit. C'est-à-dire, il a ça, il a, donc il était programmé un peu partout, du jour au lendemain, simplement parce qu'il dénichait un titre. Donc voilà, après le propre du DJ, justement, c'est de se renouveler constamment, en tout cas de trouver une nouvelle musique pour aller dans la direction qu'il emprunte depuis le début de sa carrière, de sa soirée. C'est Bill Brewster et Frank Bottom disent que le boulot du DJ, dans l'introduction, ils disent c'est pas tant de passer de la musique à une soirée, c'est tout ce qu'il y a entre deux soirées, c'est justement d'écouter de la musique, de dénicher la perle rare. Le titre, j'insiste sur les perles rares parce que c'est tout ce qu'on a envie de trouver, hein. Les huîtres en disque c'est assez rare, mais
Et comment dire, c'est vraiment ce boulot-là qui est le plus important, qui demande le plus d'énergie. C'est pas d'aller en boîte et d'aller passer les disques ce soir-là, c'est tout ce qui a précédé, en tout cas pour dénicher les nouveaux disques. Et le meilleur exemple qui est mentionné, c'est tout simplement DJ Shadow, qui est connu pour avoir fait des disques uniquement à base de samples, c'est-à-dire qu'il ne joue pas une note, il se contente de coller, il fait des trucs absolument fabuleux. Quand on écoute les morceaux d'origine les uns après les autres, on se dit mais jamais j'aurais eu l'idée de les coller pour en produire ces titres-là. Et lui, on le voit d'ailleurs dans un documentaire qui s'appelle Scratch, aller mais vraiment dans les pires recoins, c'est-à-dire il va trouver un magasin, il y a un sous-sol qui est vraiment, les égouts s'écoulent à l'intérieur, mais je plaisante pas, hein. On le voit avec les bottes en caoutchouc dans la flotte, aller récupérer des piles de vinyle avec les trucs les plus improbables qui soient. Il adore notamment les reprises de titres connus par la fanfare locale de telle petite ville, mais parce que lui, il va trouver une mesure simplement dans ce disque-là qui va faire toute la richesse de ses sets. Et c'est des musiques, évidemment, selon la notoriété des labels au moment où c'est sorti et la suite de la vie de ces labels, qu'on ne va pas forcément trouver partout sur les plateformes légales. Je vais passer la parole à Sofian. Petite remarque, c'est quand moi, il m'arrive régulièrement de chercher à entendre des titres dont j'entends parler dans mes lectures parfois, et c'est pas forcément dans les réseaux pirates, c'est pas forcément sur les plateformes légales. Et bon, évidemment, il y a ce site magnifique qui est Discogs où on peut lâcher une fortune pour trouver à peu près tout, mais il y a des fois des disques qui sont introuvables. Et sur quelle plateforme on a la surprise de les trouver? Bizarrement, c'est YouTube. La plateforme vidéo, combien de fois je suis tombé sur des titres que je rêvais d'entendre qui étaient introuvables, en tout cas à une certaine période, et on trouve quelqu'un qui a posté une vidéo où on entend le son avec juste le macaron du vinyle en plan fixe et c'est tout. Et ça, c'est quand même une circulation des titres qui est assez étonnante. Sofiane, tu aurais rajouté quelque chose? Ouais, on revenir là-dessus, c'est étonnant et en même temps, c'est. Moi, je trouve ça problématique qu'on confie le patrimoine de la musique à YouTube aujourd'hui, après avoir traversé ce que je raconte dans le bouquin. C'est-à-dire, je me fais souvent la réflexion, je me la suis faite l'autre jour, je cherchais un truc de disco de Tahiti. Ne me jugez pas. Enfin, le morceau s'appelle Tahiti Disco. Il a effectivement été produit à Tahiti, j'ai un petit trip tahitien en ce moment. Et je voulais forcément entendre ce Tahiti Disco, quoi. Quand on a un morceau qui s'appelle comme ça, on a envie de l'entendre, quoi. Et je ne le trouvais pas même sur Soulseek, qui est un vieux dinosaure né en même temps que Napster, qui est encore une caverne d'Ali Baba assez fabuleuse, où en général on trouve ce qu'on cherche. Il n'avait pas dessus, et je me suis fait la réflexion, mais en fait ce morceau, en 2007, j'aurais tapé Tahiti Disco sur Google, .rar, .mp3, je ne sais quoi. J'aurais trouvé un blog où j'aurais trouvé ce morceau déjà, et j'aurais trouvé le catalogue entier du label, avec éventuellement un mec qui me raconte son histoire, etc. J'aurais trouvé ça. Et en fait, au fur et à mesure des coups de boutoir de l'industrie, de la musique, de la SACEM, etc., qui en gros payent des gens pour défendre leurs droits et leur business, quoi. Donc à partir du moment où des gens qui sont payés pour ça, ils font leur boulot et donc ils attaquent les sites. Et malheureusement, ils ont attaqué Mega Upload principalement parce que dessus il y avait les Beatles, mais ils se moquaient bien de Tahiti Disco. Et Tahiti Disco est passé à la trappe en même temps. Et du coup, au fur et à mesure de la fermeture donc de Oink, qui était un des grosses archives de Torrent, puis de Mega Upload, puis de WhatCD, qui était le successeur de Oink, etc. Petit à petit, le monde du partage, qui était finalement très accessible à tout le monde, la moindre personne un peu curieuse qui cherchait Tahiti Disco pour une raison bonne ou mauvaise, pouvait le trouver. Et aujourd'hui, éventuellement, on peut le trouver sur le successeur du successeur de WhatCD, mais c'est des sites très fermés, il faut être coopté, c'est pas très agréable. On parle à des gens qui préfèrent surtout bien ranger les disques plutôt que de parler de musique. Et moi, ça me fatigue un peu, etc. Et du coup, l'endroit où on trouve Tahiti Disco, c'est YouTube. Et moi, ça m'emmerde de penser que tout patrimoine de la musique aujourd'hui est sur les serveurs de YouTube. Déjà, ça m'emmerde parce qu'il y a de la pub dessus. Je vois pourquoi YouTube mettrait de la pub sur Tahiti Disco qui a été encodé par le seul mec qui l'a en vinyle. Voilà, c'est emmerdant. Et en plus, si demain YouTube décide de devenir un site de vidéo de chat, uniquement de vidéo de chat, et ben on perd Tahiti Disco. Enfin, je trouve qu'on est vraiment dans un moment où globalement tout le monde s'en fout.
parce que on parle plus du tout du piratage, on parle plus du tout de... et en ne parlant plus du piratage, on parle plus de l'échange de musique en ligne. Et parce que globalement, les plateformes de streaming sont assez satisfaisantes dans l'accès à la musique, mais elles ne documentent qu'une part de la musique, et il y a tout un monde de musique dont tout le monde se moque un peu, ou un peu oublié, ou dont personne ne s'occupe, ou alors justement des mix, des raretés, des edits, tout ce monde merveilleux où effectivement on va trouver l'édit que tel DJ a fait de tel morceau qui n'a jamais vraiment été publié, mais il y a quelqu'un qui l'a coupé d'un mix, qui l'a sorti, etc. Et en fait tout ça disparaît au fur et à mesure. En fait, en fin de compte, le mythe de l'archive permanente et de l'accès permanent à tout, en fait, est en train un peu de disparaître, et pour se concentrer dans une nouvelle sphère privatisée qui sont les plateformes de streaming. Et à côté de ça, l'alternative est de moins en moins, je dirais, palpable, ou en tout cas de plus en plus fermée. Alors peut-être qu'on est dans le creux de la vague et que autre chose va naître, une sorte de Spotify pirate, je ne sais pas. J'en rêve souvent le matin. Et mais voilà, je trouve que c'est des questions. C'est là ce que tu veux du take. Voilà. C'est des questions à se poser, je trouve. Je pense que globalement, c'est des questions qui interrogent une minorité des auditeurs, bien entendu, aujourd'hui, mais elles sont cruciales. Peut-être que ça intéresse que moi, en fait. J'espère pas, sinon on va jamais se lire. En fait, je pense que le truc qui manque aussi, c'est par rapport au livre, si je fais un parallèle très 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 fin, c'est la BNF en fait. Il faut juste un espèce de stockage qui référencerait tous les titres et qui donnerait une place à tous les artistes et à tous les titres. Alors, je suis allé poser la question, parce que je travaille quand même, c'est mon métier. Je suis allé poser la question justement pas plus tard que la semaine dernière au dépôt légal de la BNF, et ils m'ont dit qu'ils réfléchissaient au dépôt légal numérique de la musique. Donc ils n'en sont pas encore à avoir un dépôt légal le dépôt légal de la musique en France, c'est du physique, c'est du CD, du vinyle. Il n'y a pas de dépôt légal ou d'une clé USB. Il faut qu'il y ait un support physique. Et par exemple, je leur demandais, mais est-ce que vous avez, par exemple, parce qu'il y a un dépôt légal de l'Internet. Mais seulement, ils aspirent tout Internet. Et... Ah, mais ça veut dire quoi un dépôt légal de l'Internet? Ben, c'est-à-dire qu'ils aspirent l'Internet français. Ok. Voilà. L'avantage étant que si un site tombe en carafe un jour, parce que ceux qui l'animent n'ont plus les moyens d'entretenir les serveurs, il y aura quand même une trace des publications. Ça concerne pas tous les sites, il y a de mémoire, il y a une approbation à avoir, pas une approbation, mais il y a certains sites où ils décident que ça mérite qu'ils soient archivés, ça se passe comme ça. Voilà. Et pour finir, là on a eu l'exemple avec MySpace. MySpace, on peut considérer que MySpace est mort. En tout cas, tout ce qui a été posté sur MySpace a quand même été. À un moment, on parlait que de MySpace, quoi. On parlait que de ça. Aujourd'hui, c'est devenu un non-événement dans une note de bas de page dans l'histoire de la musique. Et avec les écrasements consécutifs et cette mort lente et pénible de MySpace, il y a très probablement de la bonne musique qui a disparu dans cette affaire. Et ça veut dire finalement, la rencontre des deux bouquins est intéressante. C'est-à-dire que c'est plus facile de savoir ce qui s'est passé dans un sous-label de soul américain en 65, etc. Parce qu'il y a un disque vinyle qui a survécu, ou ce Tahiti Disco qui a été édité en 12 exemplaires à Tahiti. Il y a une trace quelque part physique, mais des morceaux qui ont été mis sur MySpace il y a 10 ans, ils ont disparu. Et et ouais, ça pose énormément de questions. Si SoundCloud meurt demain, il y a des mecs qui ont commencé à aspirer SoundCloud, etc. Mais on n'a pas de pratique d'archivage, on n'a pas de pratique de conservation, on n'a pas de pratique voilà. Alors probablement que les internautes le font, parce qu'il y a toujours des gens pour faire ce boulot-là, mais comment on met ça après en valeur, c'est tout un tas de questions qui ne sont pas du tout résolues aujourd'hui, je trouve. C'est une question aussi qui nous touche tous, parce que avec l'arrivée du streaming, de la musique numérique, on se disait qu'on pouvait être tous collectionneurs. Donc d'un côté, on peut tous avoir chez nous des bibliothèques énormes dans lesquelles on ne sait pas ce qu'il y a, la plupart du temps. Et comme les photos, c'est la même chose. On a un milliard de photos, on les garde et puis après on les oublie. Et la musique c'est pareil, vu que c'est pas référencé, qu'on a chacun notre propre bibliothèque, on l'a et on est le seul à le savoir. Et c'est pareil pour le DJ, dans le sens où maintenant on a tellement d'outils à disposition qu'on peut être tous DJ. Donc on est tous collectionneurs, on est tous DJ, et en fait ensemble on fait rien.
Alors, est-ce qu'on est tous DJ? Oui et non, parce qu'évidemment, comme tu le soulignes, on a accès désormais chez soi sans avoir nécessairement 14 étagères, 50 mètres linéaires de disques chez soi. Accès grâce au streaming à énormément de musique. Le boulot du DJ, il n'est pas simplement de compiler, ça dépend évidemment des conditions dans lesquelles il exerce son métier, le DJ tout simplement. Si c'est faire une playlist d'ambiance pour le café d'à côté, pour la pause déjeuner, évidemment ça tout le monde peut le faire. Après, le DJ, il a aussi un rôle quand il a le public face à lui. Il s'agit d'interagir avec le public, de prendre la mesure de ce qui se produit, de gérer l'énergie. Pour beaucoup de DJ, c'est le gros kiff, c'est de se dire je fais monter l'énergie, il monte en puissance, le public s'éclate, et quand je le décide, je vais faire tomber et repartir, etc. Ça, c'est pas encore à la portée de tout le monde, mais précisément parce qu'il faut le public en face. Donc voilà, moi j'ai été pendant près de 15 ans DJ à des mariages, figurez-vous. Il est arrivé qu'on me sollicite, dire Cyril, toi qui as fait ça, tu peux nous faire des playlists. Moi je fais des playlists, je file des clés USB avec des musiques. Ça veut pas dire que ça va marcher sur toute la soirée, c'est un moment ça peut retomber comme un flanc parce que c'était le morceau qu'il fallait pas au mauvais moment. Ça c'est le petit truc qui peut faire défaut dans l'optique qu'on est tous DJ. Mais il va se passer beaucoup de choses tout de même, parce que moi je pense beaucoup à l'intelligence artificielle. Je fais partie de ces gens qui ne sont pas si pessimistes par exemple par rapport à Google Trad. Ça fait rire énormément parce qu'il y a plein de fois où on va chercher à traduire un truc du français vers l'anglais ou n'importe quelle langue, et on a un résultat ridicule. Mais moi je me souviens qu'il y a 20 ans ça existait déjà, la traduction automatique, même sur des serveurs Minitel, j'ai pratiqué ça. Et à l'époque il n'y a absolument rien qui marchait. C'est-à-dire que tout était ridicule, il n'y avait rien qui était correct. Aujourd'hui, il y a des trucs corrects. Donc dans 20 ans, on en sera où? Et pourquoi j'évoque ça? C'est parce que je pense qu'il n'est pas impossible que, avec les algorithmes qui sont proposés par les plateformes comme Spotify, Deezer, etc., qu'on puisse avoir quand même une playlist qui se fasse automatiquement avec les enchaînements mixés, etc., quelque chose de très technique. Les ordinateurs pourront le faire. Immédiatement, je ne suis pas sûr que ça marcherait de balancer une playlist comme ça dans une boîte de nuit, parce qu'il n'y aura pas encore l'interaction. Mais qu'est-ce qui empêche de développer des outils d'intelligence artificielle avec des caméras qui vont voir comment la foule réagit? Et rien que les mouvements, c'est un indice. Mais moi, je suis persuadé que dans 20 ans, on arrivera à avoir des algorithmes qui feront des... Je dis 20 ans, c'est purement arbitraire, évidemment, comme durée, mais je ne serais pas surpris que ça commence à prendre forme. Donc, il se passe plein de choses, on ne sait pas où on va, mais c'est plein d'options. Et après, on a tous accès à plein de musique, mais ce qui fait aussi l'intérêt d'un DJ du DJ, c'est ce qu'il ou elle en fait. Les enchaînements, ça ne s'improvise pas toujours, donc bon, on verra bien où cela nous mène. Comme on est dans une librairie, sur ça, il y a un bouquin génial de Norman Skinnerad qui s'appelle Music Machine, Rock Machine. Vous l'avez ici? Il a été réédité en début d'année, ils ont eu le... Ouais. Et c'est un bouquin des années 80 et qui raconte, vraiment c'est... je suis en train de le relire, lisez-le, c'est complètement dingue. En fait, il explique, donc c'est dans un futur proche, qui est en gros le présent maintenant, et il n'y a plus qu'une maison de disques qui a le monopole de la musique dans le monde entier, et il y a deux personnes qui sont planquées, qui font toute la musique du monde, et toute la musique du monde est chantée par des entités artificielles, virtuelles, donc et en fait la musique est automatisée et chantée par des chanteurs virtuels et des chanteuses virtuelles qui se produisent sur scène avec des hologrammes, etc., etc. Et donc toute la musique est devenue un écran de fumée, quoi. Tout est automatisé et tout est comme ça. Et il y a un front de libération de la musique qui se crée et qui fait des attentats pour libérer la musique et tout. Enfin, moi, on est exactement dans le rêve de la musique algorithmique, de la musique artificielle, du chanteur artificiel. Enfin, il y a déjà des groupes qui n'existent pas au Japon ou en Corée. Il y a déjà des groupes sous hologramme, etc., ou qui n'existent que dans des vidéos, qui se produisent dans des spectacles avec des murs vidéo, etc. Donc il y a des choses très très concrètes déjà. Il y a déjà des gens qui vont voir des concerts d'Elvis en hologramme. Hein. Voilà. On y est exactement. Et l'étape suivante, technologiquement, n'est pas hyper loin, parce que Spotify, très concrètement, a ouvert un labo là, à Paris ces derniers temps, où Paris est un haut lieu de la musique artificielle, et
donc il y a Sony qui a un gros labo et Spotify qui a un gros labo aussi. Et leur travail, alors bien sûr tout ça est assez secret et ils ne parlent pas et c'est un peu compliqué donc j'en connais pas beaucoup plus. Mais ce qu'ils disent c'est qu'ils vont vers la composition automatique, effectivement. Pour l'instant plutôt dans le domaine de la musique d'ambiance. Il y a déjà eu un petit scandale ces derniers mois parce qu'on a découvert que dans les playlists de musique d'ambiance, donc c'est des playlists pour dormir, playlists pour une sorte de musique un peu de piano au kilomètre, enfin on est exactement dans la musique de la Muzak. Je raconte un petit peu l'histoire de Muzak, qui est une entreprise américaine qui a traversé tout le XXe siècle et qui fournissait de la musique au kilomètre, de la musique d'ambiance pour animer des magasins, des entreprises, des centres commerciaux, des aéroports, etc. Enfin, vous connaissez tous cette musique-là, la musique d'ascenseur. Et donc, on a découvert que Spotify avait visiblement payé un studio pour livrer des kilomètres et des kilomètres de musique comme ça, planqués sous des différents noms d'artistes, des artistes qui n'existent pas, pour nourrir ces playlists de musique d'ambiance. Et parce qu'il y a une énorme demande, une énorme consommation de ces playlists d'ambiance déjà aujourd'hui sur les plateformes de streaming, dans les bars, etc. notamment, il y a pas mal de gens qui s'en servent. Et l'étape d'après, c'est l'automatisation de ça, c'est vraiment d'avoir de l'intelligence artificielle, des robots qui peuvent, c'est déjà possible aujourd'hui, créer comme ça des boucles de piano ou des boucles un peu de musique électronique, un peu cool, un peu ensoleillée, et après on en fait tout ce qu'on a vu. C'est sûr que le black metal, c'est pas pour tout de suite probablement, ou le drone, non mais voilà, mais toutes ces musiques un peu interminables. Et l'étape d'après, c'est la pop, quoi, c'est la musique chantée. Et donc ils travaillent là-dessus en ce moment, et moi ils m'ont laissé entendre qu'ils étaient très avancés déjà sur la création d'une chanson pop créée par une intelligence artificielle. Après, pour relativiser ça, quand l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a toujours encore un humain derrière, enfin les algorithmes, c'est encore des humains qui formatent les algorithmes. On n'est pas encore dans quelque chose où les ordinateurs sont autonomes et vont se réveiller un matin en disant je vais écrire de la chanson aujourd'hui. On est encore vraiment dans l'exécution de choses qui sont plutôt formatées et dictées par des décisions humaines. Mais c'est un champ, c'est un des gros champs des 10 prochaines années probablement, parce qu'il y a en fait une demande telle de musique, parce que la musique, on n'y pense plus, mais la musique a envahi le moindre recoin du monde. Là où avant, à l'époque des DJ, il fallait quand même mettre un disque, ou dans un bar, il fallait qu'il y ait un jukebox qui tourne, etc., pour qu'il y ait de la musique. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit où il n'y a pas de musique, il n'y a plus un seul endroit où on ne peut plus écouter de musique. On met notre playlist hors connexion, etc. Enfin, tout est devenu une facilité totale. Et avoir un bar sans musique, par exemple, c'est devenu super rare, quoi. Moi, je bosse beaucoup dans les bars, parce que je suis toujours en rendez-vous, machin, je repasse pas souvent. Et en fait, je connais un peu certains bars qui ne mettent pas de musique. Et c'est devenu précieux, en fait. Je devrais faire une carte des bars qui ne mettent pas de musique pour pouvoir bosser, quoi. C'est vraiment devenu... Et donc, du coup, il y a une énorme demande de musique. Donc, il faut nourrir ce robinet à musique, en fait. Est-ce que tu trouves que, du coup, il y a d'un côté tous ces gens qui font de la musique de robinet, et dans l'autre... qui peut être bien, ça peut être de la bonne musique de robinet. Et d'un autre côté, on a tous les artistes que nous, on paye cher pour aller les voir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux extrêmes-là qui sont en train de se dessiner, et au milieu, c'est des algorithmes qui te disent puisque t'aimes ça, peut-être que toi t'aimeras ça, donc essaye de découvrir, et puis en fait, peut-être pas, tu sais pas. Ouais, ça, la recommandation, on en parle assez longuement. On est encore au tout début aussi de ces systèmes de recommandation. Aujourd'hui, on a dépassé justement la recommandation par affiliation. Si A aime les Beatles et les Beach Boys et que B aime les Beatles et les Beach Boys et les Kings, a priori A aimera aussi les Kings. En tout cas, il y a une probabilité forte que ça fonctionne. Et avec des grandes masses, on affine tout ça. Ça, c'était un peu la première étape. Et à ça, aujourd'hui, les grandes plateformes mêlent d'autres étapes. Il y a une étape d'analyse de texte. Donc tout ce qui est écrit sur un artiste, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, dans la presse, dans des livres, tout ce qui est accessible sur Internet est scanné par des robots qui vont scanner comme ça Internet et qui
vont tirer des mots-clés, qui organisent des mots-clés, qui vont les valoriser, les organiser, les ranger, et ils s'aperçoivent que tiens, sur tel morceau d'Abba, on a toujours cet adjectif qui revient, on a toujours ça, etc. Et avec pareil, de la grosse mécanique qui me dépasse complètement, ils nourrissent encore les algorithmes. Derrière, ils font aussi de l'analyse sonore, parce que le problème des 2 premiers niveaux de recommandation, c'est que si rien n'est dit sur un morceau, et si personne ne le connaît, s'il n'est pas échangé, ils partent de zéro, quoi. Ils n'ont pas de matière en fait pour amorcer la recommandation. Et donc l'analyse sonore permet d'amorcer comme ça la recommandation sur un morceau qu'en gros personne n'a encore écouté. Et donc de le classifier, de le ranger, de le catégoriser, de dire voilà, c'est plutôt sonorité avec des instruments plutôt électroniques, tel tempo, telle clé, telle ambiance, etc. Tout ça est automatisé. Et derrière, s'ajoute la recommandation humaine. C'est Deezer qui est encore beaucoup là-dessus, mais Spotify aussi, et Apple aussi. Enfin, finalement, il y a encore énormément de recommandations humaines. Et les choix des éditeurs qui fabriquent les playlists de ces plateformes, plus ou moins assistés par des systèmes maison d'algorithmes qui peuvent eux aussi leur recommander des choses, mais en tout cas, ils font vraiment des choix d'oreilles et de connaissances qui sont liées à leur culture musicale, etc. Ces choix sont surpondérés dans les recommandations, c'est-à-dire que si un éditeur de Deezer a valorisé tel morceau dans une playlist, ce morceau gagne beaucoup de points dans les recommandations automatisées qui vont pouvoir être faites pour les utilisateurs après. Et finalement, on est quand même aujourd'hui dans un moment où l'humain a quand même pas mal de place. Ils sont quand même assez revenus du tout algorithmique, du tout ça qu'on a beaucoup parlé, du mythe de l'automatisation, etc. Et quand même aujourd'hui, ils se rendent compte que en fait, ils ont un problème, c'est que plus ils automatisent, plus ils rendent leur playlist froide et triste. Et globalement, le monde du streaming, il le rend froid et triste. Et j'ai écrit ces derniers temps sur les jours comment les plateformes de streaming justement cherchent à devenir plus humaines, et donc à personnaliser davantage, à trouver pourquoi pas, à mettre en avant leurs playlisters. Spotify a beaucoup mis en avant un mec qui s'appelle Touma Bassa, qui est le mec qui fait la playlist rap, qui est le mec qui fait la pluie et le beau temps sur le rap dans le monde. Et donc le mec était planqué dans son bureau à vouloir parler à personne, comme ça, à vouloir faire ses playlists. Et ils lui ont dit non mais Coco, maintenant t'es une star, donc tu vas aller à la télé, tu vas aller machin, tu vas aller faire des papiers, faire des articles et tout. Et du coup ils essayent comme ça de devenir plus humains. Spotify Allemagne a débauché des comiques allemands à la télé pour faire un podcast sur Spotify, comique, etc. Donc voilà, c'est marrant de voir ce double mouvement d'automatisation et d'intelligence artificielle et d'algorithmes et de puissance informatique, et en même temps d'humanisation de ce qui était devenu extrêmement froid et automatique. Donc c'est les DJ de demain en fait. Ouais, c'est les DJ d'aujourd'hui, hein, les DJ du streaming. Quoi. Les DJ du streaming. Alors c'est pas vraiment du DJing, c'est des sélectors, quoi. Je fais toujours la différence. Voilà, ils choisissent des morceaux, et après en plus les playlists du streaming, comment dire, pour le coup, réagissent et obéissent à des règles très strictes. C'est-à-dire si un morceau est choisi pour être en numéro 3 de telle playlist, et qu'ils s'aperçoivent, mais c'est très rapide, au bout de 2 heures, s'ils s'aperçoivent que ce morceau est skippé systématiquement au bout de la 17e seconde, le morceau il gicle, mais dans le quart d'heure. Jamais ils vont prendre le risque d'installer un morceau. Alors, petit à petit, il y a quand même des stratégies qui se sont affinées, et ils se sont rendus compte que, effectivement, que tel morceau, il vaut mieux le faire rentrer. C'est comme la radio en fait. Il vaut mieux commencer à faire jouer un morceau sur FIP, peut-être sur France Inter, sur des radios campus, les faire un rock, etc., etc. Et si ça accroche, petit à petit le morceau il rentre dans la vie globale, dans notre vie, et on l'entend un peu, etc. Et petit à petit le morceau il remonte, et peut-être qu'il va terminer sur Énergie ou une connerie, mais peut-être qu'il va terminer sur une grosse radio. Et en fait, si on essaie de le passer directement sur Énergie, ça marche pas. Le morceau est cramé d'office et ça fonctionne pas. Et pareil, ou alors les très 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 gros noms internationaux qui peuvent rentrer directement sur ces grosses radios. Pareil, il faut pas tabasser le morceau trop fort dès le début parce que le morceau il est brûlé tout de suite. Donc
Donc comme ça, il y a des stratégies qui s'organisent et il y a des morceaux qui rentrent dans des petites playlists et qui vont monter, ou justement dans ces fameuses playlists d'ambiance. Et si ça fonctionne, ils font monter dans une playlist un peu plus visible, puis un peu plus visible, etc. Et donc c'est ce système-là qui se met en place. Donc il y a quand même des vrais, il y a ces logiques-là, mais la notion de j'aime ce morceau, je le défends corps et âme, et je vais le défendre presque contre les auditeurs, ça c'est absolument pas... Avec le Sofiane Fanani, il est discothèque. Ouais. Non mais c'est pas envisageable parce que c'est pas le... Parce que c'est une business quoi. J'ai beaucoup parlé. À charge de revanche, t'inquiète. Mais on a beaucoup parlé, ça fait 40 minutes, je crois que vous avez des choses à rajouter. On va demander aux gens s'ils ont des questions quand même. Donc, bon. Bonsoir Cyril, Sofiane. Juste un petit truc, c'est sur l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance de parler avec François Bachet récemment, qui est le boss du Sony Lab et qui a été débauché par Spotify cet été. Et juste pour préciser, il y a un album carrément de musique artificielle qui sort en janvier qui s'appelle Flow Machine. Et en fait, lui parle de ça comme un outil d'aide à la composition et il a réuni des artistes internationaux pour travailler dessus. Il y a des extraits qui vont sortir bientôt, mais lui dit qu'on a encore quand même un peu de temps avant d'avoir une IA complètement créatrice de morceaux originaux et sympathiques, parce que des morceaux d'ascenseur, ils peuvent en créer, mais pas encore. Et il explique aussi que Spotify, il aide pour des outils de composition, justement d'aide à la musique, et que si Spotify partait sur la création d'IA pure, de morceaux d'IA pure, il serait prêt à quitter la boîte. Donc c'est juste une petite précision, et j'ai discuté avec lui il y a quelques jours. Et alors moi, ce que je voulais revenir, c'était sur l'absence d'archivistes avec Internet, c'est-à-dire qu'on n'a plus de personnes qui parlent de Tahiti Disco et compagnie. Est-ce que c'est pas aussi en lien avec le fait qu'Internet ait changé? Au début d'Internet, on avait tous l'habitude d'explorer le net, de trouver des nouveaux sites, de fouiner. On avait tous les jours, peut-être on découvrait chaque jour un nouveau site. Et qu'aujourd'hui, on est arrivé à un Internet du carrefour de l'information, c'est les grandes surfaces. La plupart d'entre nous, on ne quitte pas Facebook. On a quelques sites, les mêmes onglets, tous les jours. Et on va de moins en moins chercher de nouveaux sites, même s'il y a des nouvelles structures qui se créent, comme Radio, qui permet aussi de découvrir de la musique. Est-ce que c'est pas aussi lié à ça, cette perte d'archivistes, et finalement qu'on a perdu l'habitude d'aller au-delà de ce web moderne représenté par le GAFA et par quelques noms? Oui, clairement, c'est la plateformisation. C'est le grand et gros mot en ce moment. Très clairement, quand on en parle avec même Peter Sundell, qui est l'un des cofondateurs de Pirate Bay, dit on a échoué quoi. C'est-à-dire l'internet libre où les internautes sont acteurs a échoué aujourd'hui. Ça, bien sûr, tout le monde peut toujours être acteur de choses, mais tout est plateformisé. C'est effectivement tout. Les mails passent par quelques entreprises, les réseaux sociaux passent par quelques entreprises, les échanges de musique passent par quelques entreprises, la vidéo, etc. etc. Et au final, la place, en tout cas dans ce qui me concerne dans la musique, la place de l'auditeur et la place de l'internaute auditeur, elle est complètement aujourd'hui secondaire, alors qu'elle a été complètement majeure dans toutes les années 2000, dans les échanges et dans la circulation de la musique et aussi du coup dans la réorganisation. C'est hyper intéressant de comparer des bouquins sur la musique des années 80-90 et les bouquins d'aujourd'hui, ou même ce qui sort dans les magasins. On a une réorganisation de l'histoire, de la géographie de la musique, de tout ça qui est passionnante et qui doit énormément aux échanges entre internautes des années 2000 où on a découvert le funk iranien, etc. Enfin voilà, jusqu'au fin fond de ce disque Tahiti Disco. Qui n'a pas été redécouvert assez, je trouve, encore. Il faut pas rééditer. Non, voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a un constat d'échec, quoi. Mais il faut tous se flageller, on est tous acteurs et on s'est tous fait avoir par des choses plus faciles que des forums où il faut discuter, etc. pour accéder à des choses où c'est sûr que c'est plus facile de taper un nom sur Spotify ou sur YouTube que d'aller, même si à l'époque c'était pas très compliqué de taper un nom sur Google
mais il fallait aller sur le blog, et puis ça se trouve le blog il était pourri, où on pouvait choper des virus, où le blog était en russe, et on ne savait pas vraiment ce qu'on téléchargeait. Moi j'ai téléchargé un nombre de trucs pas possibles sur des sites en russe, où je croisais fort les doigts pour savoir pour être sûr que j'allais télécharger, et je ne savais pas du tout ce que j'allais télécharger, etc. Donc c'est quand même des aventures, je me suis pris des virus un nombre de fois incalculable. Il y avait une incertitude, et du coup, cette incertitude, forcément, elle s'efface derrière la facilité et l'enfermement petit à petit de notre vie en ligne. Et après, j'ai fait 4 heures sur France Culture pour expliquer qu'il y a toujours eu du piratage de la musique depuis Mozart lui-même, etc. Donc je ne vais absolument pas dire que tout ça est fini à jamais. Et il y aura toujours des pratiques hors piste, et il y a toujours des gens qui vont faire des choses pour questionner le monde existant. Je suis persuadé qu'il y a une plateforme de streaming ouverte et pirate qui va surgir à un moment ou à un autre sous une forme quelle qu'elle soit. Enfin voilà, il y a des nouvelles pratiques qui vont revenir, et où on voit en ce moment des pratiques pirates, que je considère comme pirates parce qu'elles sont en contradiction, et elles questionnent la circulation classique qui s'est imposée de la musique. C'est juste, il y a des gens qui font des soirées chez eux et qui écoutent des disques avec d'autres gens, quoi. Qui vont, c'est la pratique de piratage la plus folle à laquelle on a accès aujourd'hui. C'est-à-dire, venez chez moi, on va écouter un disque, puis on va en parler. Ça va être, et c'est assez intéressant, je trouve, dans les sports. Je vais rajouter 2 petits commentaires. Donc, on a déjà piraté cette librairie pour en faire un dance floor. C'est vrai que je suis très content qu'on présente le bouquin ici. J'ai dansé 2 fois dans cette librairie. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de librairies dans Paris où ça se soit produit. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Bon, c'est un petit peu ma petite guerre personnelle pour aller dans le sens de ce que disait Arnaud sur le fait des plateformes. On parle tous, il y a moins de découvertes. Moi, c'est les séries télé. C'est un sujet qui m'agace prodigieusement. J'adore ça. Je regarde plein de séries télé. Mais l'été 2016, il s'est passé un truc qui vraiment m'exaspérait. C'est-à-dire qu'il y a la série Stranger Things, la première saison qui était diffusée sur Netflix, qui faisait beaucoup de bruit. Bon, c'est une chose. Mais j'ai vu un nombre incalculable d'articles sur je ne sais combien de plateformes de gens qui disaient « Ouais, en fait, c'est pas intéressant, Stranger Things, etc. » Mais du coup, le nombre d'articles consacrés à cette série pour en dire « ça nous intéresse pas » était quand même... incroyable, en tout cas à mes yeux, c'est mon expérience à moi. Mais ce que je comprends pas, c'est justement, on a Internet, il y a des usages légaux, illégaux, nous sommes bien d'accord, mais il y a énormément de séries anglaises des années 80-90, à l'époque où elles étaient diffusées, on n'avait pas Internet. Si les droits n'étaient pas achetés par une chaîne française, on n'avait pas les moyens de les voir autrement qu'en se rendant au Royaume-Uni et en achetant les VHS, par exemple. Et aujourd'hui, on a accès à tout ça. Mais non, on va consacrer énormément d'articles pour dire de telles séries dont tout le monde parle pour dire que c'est pas terrible, plutôt que de défendre des séries qui ont été qui n'ont pas connu la destinée qu'elles auraient pu avoir justement au niveau international au moment de leur sortie. Et donc moi j'ai un petit jeu sur Twitter, à chaque fois je vois quelqu'un qui dit « Oh, j'ai fini de regarder toutes les séries, là, qu'est-ce que vous me recommandez ?» Et moi à chaque fois je réponds les vieilles séries anglaises des années 80-90 systématiquement, mais parce que je vois bien que je me distingue de tous les gens qui répondent les dernières séries qui ont été mises en ligne sur les plateformes. Et ça c'est un truc qui m'intrigue parce que je disais on a accès à le sentiment que j'ai, je résume très grossièrement, c'est qu'on a accès à une richesse incroyable qui n'a jamais été aussi facile d'accès de toutes sortes d'œuvres. Et qu'est-ce que nous donne Internet ? Le monde entier regarde Game of Thrones. C'est pas pour dire du mal de Game of Thrones, mais pourquoi on n'a pas plus de diversité alors qu'on a l'outil qui nous permet justement de démultiplier l'offre et ce qui se propose à nous. Ça, je trouve ça très dommage. Voilà. D'autres questions ? D'autres questions ? Moi, je pense juste, par rapport à ça, c'est une question de lien social aussi. Si tu regardes ta série des années 80, personne ne la regarde à part toi, tu vois. Et, enfin, non, c'est... je vais me mettre à regarder des années 80 quand je t'en parler si tu veux. Non, mais je veux juste te dire, tu vois, moi je regarde pas Game of Thrones, tu vois, par exemple. Et je me dis, et clairement, t'es clairement exclu des gens qui en parlent, c'est-à-dire le reste du monde. Et dans ces moments-là, tu te dis, rien que pour ça, il faudrait que je regarde. Même si je peux regarder tout le reste, ouais, tant pis, je vais regarder, quoi. Comme j'ai écouté le dernier machin, le dernier truc, parce qu'il faut que j'ai un avis là-dessus, tu vois, ça va être une question qui me fout le temps. Bien sûr, mais ce qui est formidable, c'est que ce soir, on est en train de faire un acte de résistance, puisque, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est filmé. Donc vous savez, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube dans les prochaines semaines vont chercher à écouter Tahiti Disco, vont acheter le livre de Sofian, et avec ses droits d'auteur, on pourra financer la tournée d'Hologramme.
Non? Ok, ben, si vous avez plus de questions, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir écoutés. C'est des bêtises. Et on va pas tarder à sortir le gâteau que j'ai fait pour l'occasion. Je vous invite à le regarder avant qu'on le découpe tous, s'il vous plaît. Vous pouvez même en comprendrez manger. pourquoi. À tout à l'heure. Regarde, il se mange pas.